Je me réveille à 5h30 du matin. Sans réveil. Après 30 ans de travail dans une école, mon corps s'est habitué à ce rythme. Et même 3 ans après ma retraite, je n'arrive pas à dormir plus longtemps. Mon mari, Didier, en riait. « Bernie, ton horloge interne est plus précise qu'une montre suisse, disait-il. Parfois, j'entends encore sa voix dans le vide de notre maintenant chambre. Mais en ce moment, je ne dors pas dans mon propre appartement. Je suis ici, dans la maison de mon fils, dans la chambre d'amis, qui a depuis longtemps cessé d'en être une pour devenir la mienne. Mur gris, meubles sans âme et une seule photo. Didier et moi pour nos noces d'argent. Rien de personnel, même si je vis ici depuis presque 1 an. Je sors du lit sans bruit pour ne pas réveiller les autres. Une précaution inutile, cependant. Guillaume est parti pour un vol hier soir et ne rentrera pas avant une semaine. Et Élodie et Théo dorment comme des loirs jusqu'à 7 heures. J'enfile une vieille robe de chambre et je vais à la cuisine me préparer un café. C'est mon petit rituel matinal. 30 minutes de silence et de solitude avant que la journée ne commence. J'allume la cafetière et je regarde par la fenêtre la rue vide. Aurore dort encore. Seuls les lampadaires se reflètent dans les flaques laissées par la pluie d'hier. C'est étrange, mais mes matinées à l'école me manquent. Les piles de cahiers à corriger. La préparation des cours. Une vie remplie de sens et de mes propres décisions. Maintenant, ma vie est la vie d'Élodie et Théo, planifiée à la minute près. Petit déjeuner à 7 heures. Conduire Théo à l'école pour 8 heures. Nettoyer la maison. Préparer le déjeuner. Récupérer mon petit-fils. L'aider avec ses devoirs. Préparer le dîner pour le retour d'Élodie. Et me taire. Toujours me taire, sauf si on me demande mon avis. Le café est prêt. Je le verse dans ma tasse préférée avec une image d'étagère, un cadeau de mes élèves pour mon départ. C'est l'un des rares objets personnels que j'ai apportés ici. Je m'assieds à la table de la cuisine et j'ouvre mon agenda usé. Je fais un plan pour la journée. Bien qu'il ne soit pas très différent de celui d'hier ou de demain. Faire la lessive, acheter les provisions pour le dîner, payer les factures d'Élodie en ligne, réparer la fermeture éclair de la veste de Théo. Je redresse le dos et j'essaie de ne pas penser à la façon dont j'ai fini gouvernante dans la maison de mon propre fils. Je suis venue aider quand Élodie a eu une promotion et est devenue directrice de supermarché. Juste pour quelques mois, maman, a dit Guillaume, le temps qu'on trouve une bonne nounou pour Théo. Mais ils n'ont jamais trouvé de nounou. Ou n'en ont pas cherché. Pourquoi payer quelqu'un quand on a de la main-d'œuvre gratuite? Une mère qui ne sait pas dire non. À 7 heures, j'entends des pas dans l'escalier. Théo. Mon petit-fils se lève toujours avant sa mère. Bonjour, mamie, dit-il, la voix basse, comme s'il craignait de troubler le silence matinal. Bonjour, mon chéri. Prêt pour le petit déjeuner? Il hoche la tête et s'assoit à table, ramenant ses genoux contre sa poitrine. À 12 ans, Théo paraît plus jeune que son âge, mince, avec une tignasse de cheveux roux indomptable héritée de son grand-père, et des yeux sérieux qui semblent voir plus de choses qu'un garçon de son âge ne le devrait. Je lui prépare des crêpes aux myrtilles, ses préférées. Je pose l'assiette devant lui et je le regarde les couper méthodiquement en morceaux égaux. Comment s'est passée l'école hier? Je demande en m'asseyant en face de lui. Contrôle d'histoire. Et Monsieur Dubois a promis de nous rendre nos dessins. Il lève les yeux vers moi. Tu crois qu'il aimera le mien? Je souris. Théo a hérité son talent pour le dessin de son grand-père. Didier aimait peindre des paysages, tandis que Théo préfère les créatures et les mondes fantastiques. Sa dernière œuvre est un dragon gardant un château au sommet d'une montagne. Un vrai chef-d'œuvre pour un garçon de 12 ans. J'en suis sûre. Tu as beaucoup de talent, Théo. Il sourit légèrement, mais je vois l'incertitude dans ses yeux. Élodie ne fait jamais l'éloge de ses dessins. C'est une perte de temps, dit-elle. Tu ferais mieux de faire des maths. À 7h30, Élodie entre dans la cuisine, entièrement habillée et parfaitement maquillée. Ses cheveux sombres sont tirés en un chignon strict et son regard est froid et concentré. Elle se verse un café et attrape le toast que je lui ai préparé. « Tu as fait ton sac, Théo ?» demande-t-elle sans regarder son fils. « Oui, maman. »« Ton projet de science. »« Je l'ai mis dedans. »« Bien. » Elle se tourne vers moi. « Bernadette, n'oublie pas d'aller chercher ma robe au pressing et de laver le blanc séparément. Tu as tout mélangé la dernière fois. » Je hoche la tête, réprimant mon irritation. La dernière fois, je n'ai rien mélangé.
J'ai juste utilisé un cycle de lavage différent de celui qu'Élodie préfère, mais ça ne sert à rien de discuter. Et rappelle à Théo son cours de musique. Il a oublié ses partitions la dernière fois. Je hoche de nouveau la tête. Mon petit-fils me lance un regard désolé. Il sait que je me souviens de ses leçons, mais sa mère parle comme si je n'étais pas dans la pièce. On y va, annonce Élodie en jetant un œil à sa montre. Je serai de retour à 18h. Dîner à 18h30. La porte claque et je reste seule dans la cuisine. Je ramasse la vaisselle, remplis le lave-vaisselle et commence ma liste de tâches. À 15h, j'ai fini le ménage et la lessive, et je me dirige vers le supermarché pour les courses du dîner. Puis, je vais chercher Théo à l'école. Comment s'est passée ta journée? Je demande alors qu'il monte en voiture. Bien, il hausse les épaules. Monsieur Dubois a dit que mon dessin était le meilleur de la classe. Il veut l'envoyer au concours de la ville. Je lui souris dans le rétroviseur. C'est merveilleux, Théo. Tu le mérites. Mais maman ne me laissera pas faire. Sa voix se brise. Elle dira que c'est idiot. Peut-être que cette fois, ce sera différent, dis-je, sans y croire moi-même. Montre-moi ton dessin. À la maison, Théo sort une grande feuille de son sac à dos. Le dessin est impressionnant. Un paysage urbain d'aurore, mais avec des éléments fantastiques. Des bâtiments entrelacés d'arbres et d'étranges créatures, un croisement entre des oiseaux et des dragons, plane au-dessus. C'est ta vision du futur d'Aurore. Je demande en examinant les détails. Oui, il sourit timidement. Je voulais montrer comment la nature et la ville peuvent coexister. Je passe mon bras autour de ses épaules. À cet instant, je vois Didier en lui, le même regard rêveur, le même désir de rendre le monde meilleur par l'art. Ton grand-père serait fier de toi, dis-je doucement. Nous sommes à la table de la cuisine. J'aide Théo avec ses devoirs quand nous entendons la clé tourner dans la serrure. Élodie est rentrée plus tôt que d'habitude. Maman. Théo se lève d'un bond, attrapant son dessin. Regarde ce que j'ai fait. Monsieur Dubois veut l'envoyer à un concours. Élodie entre dans la cuisine, fatiguée par sa journée de travail. Elle jette à peine un regard au dessin. Très joli, dit-elle sans enthousiasme. Tu as fait tes devoirs. Presque, répond Théo, sa joie s'estompant. Mais monsieur Dubois a dit. J'ai entendu ce qu'il a dit, l'interrompt Élodie. Mais les concours prennent du temps. Tu as des examens de maths qui approchent et tu dois te concentrer sur tes études. Je vois les épaules de Théo s'affaisser. Mais c'est un concours important, j'ose dire. Les gagnants reçoivent des bourses pour une école d'art d'été. Ce dont il n'a pas besoin, dit Élodie en me lançant un regard agacé. Théo doit se préparer à entrer dans un bon lycée, pas perdre son temps avec des gribouillages. Ce ne sont pas des gribouillages, s'écrie soudain Théo, ce qui n'est pas du tout dans son caractère. C'est de l'art, et je veux participer au concours. Élodie se tourne vers lui, les yeux plissés. N'ose pas me parler sur ce ton, jeune homme. Donne-moi ce dessin. Non. Théo serre la feuille contre sa poitrine. J'ai dit, donne-le-moi. Élodie tend la main. Théo recule mais trébuche sur une chaise. Le dessin lui échappe des mains. Élodie s'en empare et le déchire en deux. Voilà. Pas de concours. Va dans ta chambre et finis tes devoirs. Je reste figé, sous le choc. Théo regarde le dessin déchiré, ses yeux s'emplissant de larmes. Puis il sort en courant de la cuisine et monte les escaliers. La porte de sa chambre claque. Élodie jette les morceaux du dessin à la poubelle et ouvre le réfrigérateur. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Demande-t-elle comme si de rien n'était. Je la regarde, sentant la colère monter en moi. Comment as-tu pu? Ma voix tremble. C'était important pour lui. Ne commence pas, Bernadette. Élodie ferme le réfrigérateur. Je sais ce qui est le mieux pour mon fils. Il doit être réaliste face à la vie, pas avoir la tête dans les nuages avec ses fantaisies. Les artistes ne gagnent pas leur vie. Il ne s'agit pas d'argent, j'objecte. Il s'agit de soutenir ses centres d'intérêt et ses talents. Écoute, elle se tourne vers moi, croisant les bras sur sa poitrine. J'apprécie ton aide avec la maison et Théo, mais soyons clairs. Je suis sa mère. Je prends les décisions concernant son éducation et son avenir, pas toi. J'ouvre la bouche pour protester, mais elle lève la main pour m'arrêter. J'ai eu une dure journée, et je ne vais pas me disputer.
Fais juste le dîner, s'il te plaît. Sur ce, elle quitte la cuisine, me laissant seule avec mon cœur brisé pour mon petit-fils et ma rage impuissante. Je m'approche de la poubelle et je sors le dessin déchiré. Je plie soigneusement les morceaux et les cache dans ma poche. Plus tard, j'essaierai de le recoller. Ou peut-être que je demanderai à Théo de dessiner une nouvelle version. Mais pour l'instant, je dois préparer le dîner et faire semblant que tout va bien, comme toujours. En montant appeler Théo pour le dîner, j'entends des sanglots étouffés provenant de sa chambre. Je frappe doucement. Théo, je peux entrer. Pas de réponse, mais j'ouvre quand même la porte. Il est allongé sur son lit, le visage enfoui dans son oreiller. Je m'assieds à côté de lui et je pose ma main sur son dos. Je suis désolée de ce qui s'est passé, dis-je doucement. Pourquoi déteste-t-elle mes dessins? Sa voix est assourdie par l'oreiller. Elle ne les déteste pas. J'essaie de trouver des mots réconfortants. Ta mère veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Elle veut que tu aies une carrière stable, comme la sienne. Il se retourne et me regarde avec des yeux rougis. Elle est malheureuse dans son travail. Je l'ai entendu se plaindre à papa. Je soupire. Théo a raison. Élodie déteste son travail au supermarché, mais elle y est coincée à cause du salaire stable et des horaires qui lui permettent d'être à la maison le soir. Elle rêvait d'une carrière dans la mode mais a abandonné ce rêve pour sa famille. La vie d'adulte est compliquée, dis-je en lui caressant les cheveux. Parfois, nous devons faire des compromis. Je ne veux pas de compromis. Je veux dessiner. Et tu le feras, dis-je en sortant le dessin déchiré de ma poche. Regarde, je l'ai sauvé. On peut le recoller et faire une copie. Ou tu peux en dessiner un nouveau, encore plus beau. Il prend les deux moitiés du dessin et les regarde attentivement. Merci, mamie, murmure-t-il. Mais maman ne me laissera toujours pas participer au concours. Laisse-moi faire, je lui souris. J'ai un plan. Je ne suis pas sûre d'avoir vraiment un plan, mais je ne supporte pas de voir les rêves de Théo brisés par les peurs de sa mère. Je décide de parler à Guillaume à son retour de voyage. Peut-être pourra-t-il convaincre Élodie. Maintenant, allons dîner, dis-je en me levant. J'ai fait ta tourte au poulet préféré. Pendant le dîner, Élodie parle de sa journée, de ses problèmes avec ses employés et du nouveau directeur régional qui, selon elle, n'a aucune idée de la façon de gérer un magasin. Théo mange en silence, évitant le regard de sa mère. Je maintiens la conversation avec des commentaires monosyllabiques, mon esprit loin d'ici, dans l'appartement que je loue pour aider financièrement mon fils. Après le dîner, Élodie va au salon regarder la télé, et je fais la vaisselle. Théo m'aide en essuyant les assiettes. Mamie, murmure-t-il, tu étais enseignante. Raconte-moi comment tu as décidé de le devenir. Je souris, en me souvenant. Quand j'étais un peu plus âgée que toi, j'avais une professeure de littérature, Mademoiselle Lambert. Elle m'a ouvert le monde des livres et m'a montré comment les mots pouvaient créer des univers entiers. J'ai décidé que je voulais faire la même chose pour d'autres enfants. Et tu n'as jamais regretté? Non. Je secoue la tête. Il y a eu des jours difficiles, bien sûr, mais voir les yeux d'un élève s'illuminer quand il comprend quelque chose de nouveau, ça vaut tout le travail du monde. Je veux être un artiste, dit fermement Théo. Comme papy, je veux créer des mondes. Tu le seras, dis-je en passant un bras autour de lui. N'abandonne jamais. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je ne trouve pas le sommeil. Je pense à Théo, à ses rêves qu'Élodie balaie si facilement. Je pense à Guillaume, qui est rarement à la maison et évite les conflits avec sa femme. Je pense à moi, une femme de 63 ans devenue invisible dans la maison de son propre fils. Je n'ai pas toujours été comme ça. J'étais une enseignante respectée, une femme avec ses propres opinions et sa propre voix. Didier appréciait cette voix, me demandait conseil et tenait compte de mes souhaits. Mais après sa mort il y a 5 ans, quelque chose a changé. Ou peut-être que le monde a toujours été ainsi, et que je ne l'avais tout simplement pas remarqué, protégée par l'amour de mon mari. Demain, j'essaierai d'appeler Guillaume. Peut-être que cette fois, il m'entendra. Peut-être qu'il se souviendra que je ne suis pas seulement une babysitter gratuite pour son fils et une gouvernante pour sa femme. Je suis sa mère, et j'ai une voix. Guillaume est rentré de son voyage le jeudi soir. J'ai entendu son camion se garer devant la maison et j'ai machinalement commencé à réchauffer le dîner que j'avais préparé à l'avance. Mon fils a toujours faim après un voyage. Certaines habitudes ne changent jamais, même lorsque votre petit garçon devient un homme de 40 ans avec sa propre famille. Il est entré, fatigué,
Une barbe de 3 jours sur le visage et l'odeur de la route. Théo s'est précipité vers lui en premier, serrant son père par la taille. Puis Élodie, une étreinte rapide et une question sur le déroulement du voyage. Et enfin, moi, avec une assiette de nourriture chaude et un sourire qui, je l'espère, n'avait pas l'air trop forcé. « Comment vas-tu, maman ?» a demandé Guillaume en m'embrassant sur la joue. « Tout va bien, ai-je menti ?» Je ne lui ai pas parlé du dessin déchiré de Théo ni de la façon dont j'avais passé les 3 derniers jours à aider secrètement mon petit-fils à en réaliser une nouvelle version améliorée pour le concours. Je ne lui ai pas dit que j'avais écrit une lettre à son professeur d'art, Monsieur Dubois, pour lui expliquer la situation et lui demander de l'aider à envoyer le dessin au concours à l'insu d'Élodie. Certaines batailles se mènent mieux en silence. Le vendredi matin, Guillaume a annoncé qu'il avait invité sa sœur Véronique et son mari à dîner. « Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas tous réunis », dit-il en beurrant une tartine. En plus, ils ont une nouvelle à nous annoncer. « Quelle nouvelle ?» demanda Élodie sans lever les yeux de son téléphone. « Je ne sais pas. Véro a dit qu'elle voulait nous le dire en personne. » Mon cœur a raté un battement. Véronique est ma fille, de 5 ans plus jeune que Guillaume, et elle travaille comme vétérinaire dans une ville voisine. Nous ne nous étions pas vus depuis des mois, depuis qu'elle était venue pour l'anniversaire de Théo. Contrairement à mon fils, Véronique trouvait toujours le temps de m'appeler, de me demander comment j'allais, de me parler de sa vie. Elle n'approuvait pas mon emménagement chez Guillaume. Elle pensait qu'Élodie m'utilisait. Peut-être qu'elle avait raison. Je vais préparer quelque chose de spécial, dis-je, planifiant déjà le menu dans ma tête. Des lasagnes ou peut-être un rôti de bœuf. Ne te surmène pas, maman, me sourit Guillaume. C'est juste un dîner de famille. J'ai passé toute la journée en cuisine. J'ai décidé de faire le plat préféré de Véronique, le rôti spécial de Didier. Il m'avait appris à le faire lors de notre première année de mariage, et c'était devenu notre trésor de famille. Pendant que la viande cuisait au four, j'ai préparé une tarte aux pommes à la cannelle. Théo m'a aidé en coupant les pommes et en étalant la pâte. Et je lui ai raconté des histoires sur sa tante Véronique et son grand-père Didier. « Papy a vraiment construit une cabane dans les arbres ?» demanda Théo quand je lui ai raconté comment Didier avait construit une cachette pour nos enfants dans un vieux chêne dans le jardin de notre ancienne maison. « Oui. Elle avait des fenêtres, un toit et même un petit porche, ai-je souri au souvenir. Ton père et ta tante Véro y ont passé tout l'été, à jouer aux pirates et aux explorateurs. Et toi, tu y allais aussi? » Bien sûr. J'avais une chaise spéciale où je m'asseyais pour leur lire des livres. J'ai fait une pause, me souvenant de ces jours insouciants. Ton grand-père disait toujours que l'imagination est l'outil le plus important qu'une personne possède, plus important que n'importe quel marteau ou scie. Comme un crayon pour moi, dit Théo doucement. Exactement. Je lui ai caressé la tête avec ma main couverte de farine, laissant une trace blanche dans ses cheveux roux. Exactement. À 18 heures, la maison était remplie des arômes de la cuisine. J'ai mis la table dans la salle à manger, que nous n'utilisions que pour les grandes occasions, sorti la belle vaisselle et même retrouvé les vieux chandeliers en argent que Didier et moi avions reçus en cadeau de mariage. Élodie est revenue du travail et a regardé les préparatifs avec surprise. « Tu t'es vraiment surpassée », a-t-elle remarqué. Et je ne savais pas si c'était un compliment ou un reproche. Véronique et Mathieu ne sont pas venus depuis presque 6 mois, ai-je répondu en disposant les verres. Et ils ont une nouvelle. Élodie a haussé les épaules et est allée se changer. Nous n'avions jamais été proches. Véronique et Mathieu sont arrivés à 19 heures précises. Maman. Véro m'a serré si fort que j'ai à peine pu respirer. Tu as l'air fatigué. Il t'épuise à la tâche? Chut, ai-je murmuré en regardant par-dessus mon épaule. Tout va bien. J'ai juste cuisiné toute la journée. Bien sûr, a-t-elle levé les yeux au ciel mais a souri et m'a embrassé sur la joue. On a apporté du vin. Mathieu, grand et silencieux comme toujours, m'a tendu une bouteille de rouge et m'a fait une brève accolade. Véro. Théo s'est précipité vers sa tante. J'ai fait un nouveau dessin. Tu veux le voir? Bien sûr. Montre-moi ça, l'artiste. Véro lui a fait un clin d'œil, puis s'est tourné vers son frère. Salut, le routier. Comment était la route? Comme d'habitude. Longue et ennuyeuse. Guillaume a serré sa sœur dans ses bras. Content de te voir. Élodie descend tout de suite. Nous sommes tous allés au salon. Quand je suis revenue au salon avec un plateau d'amuse-gueule, Véro et Théo étaient assis côte à côte sur le canapé, absorbés par son dessin.
C'est incroyable, Théo, s'est exclamé Véro. Tu as si bien capturé l'atmosphère de la ville, mais ces éléments fantastiques la rendent vraiment unique. C'est pour un concours, a expliqué Théo, rayonnant de louanges. Monsieur Dubois dit que j'ai de bonnes chances de gagner. J'ai remarqué Élodie se crisper sur son fauteuil, ses doigts se resserrant autour de son verre de vin. Quel concours, a demandé Guillaume, regardant le dessin de son fils avec intérêt. Avant que Théo ne puisse répondre, Élodie s'est raclé la gorge. Pas de concours. Nous avons décidé qu'il serait préférable que Théo se concentre sur ses études, a-t-elle dit en me jetant un bref regard. N'est-ce pas, Bernadette? Je me suis figée, le plateau entre les mains. Mon petit-fils me regardait avec des yeux écarquillés, pleins d'espoir et de peur. En fait, ai-je dit en posant prudemment le plateau sur la table basse, Monsieur Dubois pense que Théo a un talent exceptionnel. Les gagnants reçoivent une bourse pour une école d'art d'été. Oh, c'est merveilleux, s'est exclamé Véro. Théo, tu dois participer. Élodie a posé son verre sur la table avec une telle force que le vin a failli déborder. Je vous ai déjà dit qu'il n'y aurait pas de concours. Sa voix était glaciale. Théo doit se préparer pour ses examens. Ses notes en maths laissent à désirer. Mais c'est pour l'été, a objecté Véro. Il ne peut pas faire les deux. Véro, a prévenu Guillaume. C'est la décision d'Élodie et la mienne. L'as-tu seulement regardé? Véro a montré le dessin. Regarde le talent de ce garçon. Guillaume a pris le dessin et l'a étudié attentivement pendant quelques secondes. J'ai vu quelque chose briller dans ses yeux. De la fierté. De la reconnaissance. Didier regardait les dessins de nos enfants de la même manière. C'est vraiment impressionnant, a-t-il finalement dit. Peut-être qu'on pourrait reconsidérer. Non, l'a coupé Élodie. Nous en avons déjà discuté. Pas de concours. Le silence qui a suivi était lourd et gênant. Le dîner est prêt, ai-je dit, essayant d'alléger l'atmosphère. Au début, la conversation a eu du mal à démarrer pendant le dîner. Finalement, Mathieu, qui préférait habituellement se taire, s'est raclé la gorge. Alors, nous avons une nouvelle. Il a pris la main de Véro et a souri. Nous avons décidé d'adopter un enfant. J'ai haleté de joie. C'est merveilleux. Quand? Qui? Un petit garçon de 4 ans, rayonnait Véro. Il s'appelle Olivier. Félicitations, Guillaume a levé son verre. À l'agrandissement de la famille. L'atmosphère s'est nettement réchauffée. Véro a parlé du petit Olivier, de son amour pour les animaux et de la chambre qu'il lui avait préparée. Il aura un mur entier pour dessiner, dit-elle en faisant un clin d'œil à Théo. De la peinture spéciale sur laquelle on peut dessiner à la craie et au feutre. Un artiste a besoin d'espace pour s'exprimer, n'est-ce pas? Théo a souri et a hoché la tête, jetant un rapide coup d'œil à sa mère. Bon courage pour nettoyer les murs plus tard, a remarqué sèchement Élodie. Ce n'est pas grave, a répondu Véro avec désinvolture. La créativité est plus importante que la propreté. C'est facile à dire quand on n'a pas d'enfant, a rétorqué Élodie. Je serais ravie. Véro a refusé de tomber dans la provocation. Mathieu et moi pensons que l'expression de soi est une partie importante du développement d'un enfant. J'ai vu Élodie se crisper, se préparant à une dispute, et je suis rapidement intervenue. Qui veut une autre part? J'espérais que le moment dangereux était passé, mais Véro n'allait pas reculer. En parlant de créativité, s'est-elle tournée vers Théo. C'est quand, le concours? J'aimerais venir te soutenir. Il n'y aura pas de concours, a dit Élodie, les dents serrées. Pourquoi pas? Véro semblait vraiment perplexe. Véro. Guillaume a posé la main sur l'épaule de sa sœur. S'il te plaît, changeons de sujet. Non, je veux comprendre. Véro n'a pas lâché. Pourquoi empêchez-vous Théo de développer son talent? Vous voyez bien à quel point il est doué. Parce que le talent ne paie pas les factures, a-t-elle lâché. Parce que dans le monde réel, il faut des compétences pratiques et une profession stable. Tout le monde ne peut pas se permettre de courir après ses rêves. Qu'est-ce que ça a à voir? Véro a secoué la tête. Il n'a que 12 ans. Je sais ce qui est le mieux pour mon fils. La voix d'Élodie résonnait d'une colère à peine contenue. Élodie? Ai-je interjeté doucement. Peut-être que tu devrais y réfléchir. Non, Bernadette, elle s'est tournée brusquement vers moi.
Je ne t'ai pas demandé ton avis. Ça ne te regarde pas. Théo est mon petit-fils, ai-je essayé de dire calmement. Et tu veux juste t'ingérer, a interrompu Élodie. Mais laisse-moi te rappeler quelque chose. Tu es ici pour aider, pas pour nous dire comment élever notre fils. La pièce a semblé rétrécir autour de moi. Tu es là gratuitement, Bernadette, a dit Élodie, les yeux fixés sur moi. Ne prétends pas avoir voix au chapitre dans cette maison. Le silence qui a suivi a résonné à mes oreilles. J'ai regardé ma belle-fille, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Du coin de l'œil, j'ai vu le visage choqué de Véro, l'expression blême de Guillaume et Théo, figés avec une fourchette à la main. Élodie, a finalement expiré Véro. Comment peux-tu dire ça? Je ne fais que clarifier la situation, a haussé les épaules Élodie, mais je pouvais voir qu'elle était un peu choquée par ses propres mots. Bernadette s'immisce constamment dans nos affaires, sapant mon autorité devant Théo. Ce n'est pas vrai, ai-je dit doucement, sentant mes mains trembler. Ah oui. Qui a secrètement contacté son professeur d'art? Je suis restée silencieuse. Elle avait raison. J'avais agi contre sa décision, mais je l'avais fait pour Théo. Tu n'as pas le droit de parler à ta mère comme ça. Véro a posé sa fourchette. Elle a déménagé ici pour vous aider. Elle a renoncé à son appartement, à sa vie. Ce qu'elle ne cesse de nous rappeler, a rétorqué Élodie. Je n'ai jamais. Ai-je commencé? Mais ma voix s'est brisée. Assez. Est finalement intervenu Guillaume. Calmons-nous tous. Mais il était trop tard. Quelque chose s'était brisé en moi. Je me suis lentement levée de table. Je vais chercher le dessert, ai-je dit, surprise de la tranquillité de ma voix alors que tout bouillait à l'intérieur. Dans la cuisine, je me suis appuyée contre le comptoir. Mes mains tremblaient si fort que j'avais peur de ne pas pouvoir tenir la tarte. De l'aide gratuite, sans voix au chapitre. Est-ce vraiment comme ça qu'ils me voient tous? La porte a grincé derrière moi. Maman. C'était Guillaume. Sa voix semblait fatiguée et coupable. Élodie ne voulait pas. Si, elle le voulait. Je me suis tournée vers lui. Pas la peine de lui chercher des excuses. Elle a dit exactement ce qu'elle pense. Je n'ai jamais pensé à toi comme à une servante, a-t-il dit. Je suis ta mère qui cuisine, nettoie, fait la lessive, s'occupe de ton fils et n'a pas son mot à dire dans ta maison, ai-je soupiré. Tu ne l'as pas arrêté, Guillaume. Tu es resté assis là, sans rien dire, quand elle m'a humilié devant tout le monde. Il a baissé les yeux, et j'ai su que j'avais touché un point sensible. Je veux juste que tout le monde s'entende bien, a-t-il marmonné. En me laissant avaler toutes les insultes, ai-je secoué la tête. Ce n'est pas s'entendre bien, Guillaume. C'est de la soumission. Je vais lui parler, a-t-il dit. Elle s'excusera. Ça ne changera rien, ai-je dit en sortant la tarte du four. On ne peut pas reprendre ce qui a été dit, surtout quand c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité, si. J'ai posé la tarte sur le comptoir. Alors pourquoi ne m'as-tu pas défendu? Pourquoi es-tu resté silencieux quand ta femme a dit à ta mère qu'elle était une main-d'œuvre gratuite sans voix au chapitre? Il n'a pas répondu, et son silence parlait plus fort que n'importe quel mot. Prends le dessert, lui ai-je dit. J'arrive dans une minute. Après le dîner, Véro et Mathieu se sont rapidement préparés à partir. Véro m'a serré fort dans le couloir. Appelle-moi demain, a-t-elle murmuré. Tu dois le faire. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Quand la porte s'est refermée, un silence oppressant a envahi la maison. Théo a dit tranquillement qu'il allait dans sa chambre, même si c'était vendredi soir. J'ai commencé à débarrasser la table. Laisse, la voix d'Élodie m'a surprise. Je vais nettoyer. C'était probablement ce qui se rapprochait le plus d'excuses de sa part. D'accord, ai-je dit. Bonne nuit. Je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assise sur mon lit. À l'intérieur, je me sentais vide. J'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet et j'ai sorti une vieille photo de Didier et moi sur le porche de notre première maison. Qu'est-ce que tu dirais maintenant, Didier? Ai-je murmuré. Dans le silence, j'ai presque pu entendre sa réponse. Bernie, tu as toujours su quoi faire. Tu avais juste peur de le faire parfois. Et pour la première fois depuis longtemps, je savais vraiment quoi faire. Un plan a commencé à se former dans ma tête. Conscient et déterminé. Demain, j'appellerai l'agence immobilière pour savoir si je pouvais mettre fin au bail de mes locataires. Puis,
J'appellerai Véro pour lui demander de m'aider à déménager. En attendant, j'ai sorti ma valise de sous le lit et j'ai commencé à faire mes bagages. Je n'ai jamais été une personne impulsive. Mais en faisant ma valise à 5 heures du matin un samedi, je ressentais une clarté surprenante. Pas de doute, pas de culpabilité, juste la certitude calme que je faisais ce qu'il fallait. Il est étrange de voir comment toute une vie peut tenir dans une grande valise et 2 cartons. Le téléphone a sonné. C'était Véro. Tu es réveillé? Je fais mes valises, ai-je répondu. Alors, tu as pris ta décision, a-t-elle dit, avec un soulagement évident dans sa voix. Je serai là dans 1 heure. Mathieu et moi t'aiderons à déménager. Quand je suis descendue à la cuisine avec ma valise et mes cartons, Théo était déjà là. Ses yeux se sont écarquillés quand il a vu mes bagages. Mamie, sa voix a flanché. Tu pars. Je me suis accroupie pour être à son niveau. Oui, mon chéri. Je retourne à mon appartement. À cause de ce que maman a dit. Il a baissé les yeux. J'ai tout entendu. Théo, j'ai pris ses mains. Les adultes disent parfois des choses blessantes. Mais ce n'est pas la seule raison. J'ai besoin de retrouver ma vie. Mais qui viendra me chercher à l'école? Sa voix semblait perdue. Nous nous verrons encore. Tu pourras venir chez moi après l'école quand tu voudras. Mon appartement n'est qu'à 20 minutes. Maman ne me laissera pas faire, il a secoué la tête. Si, elle le fera. Je parlerai à elle et à ton père. À ce moment, Guillaume est entré dans la cuisine. Il s'est figé en voyant ma valise. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais, Guillaume, ai-je dit en me relevant. Véro arrive pour venir me chercher. Mais pourquoi? S'il s'agit d'hier, Élodie était juste contrariée. Tu sais comment elle est. Il ne s'agit pas seulement d'hier. C'était la goutte d'eau, mais le problème est plus profond. Je ne me sens pas comme une personne dans cette maison, Guillaume. Je me sens comme une servante. Ce n'est pas vrai. Tu fais partie de notre famille. Une partie de la famille qui n'a pas voix au chapitre, j'ai secoué la tête. J'en ai assez, mon fils. J'ai 63 ans et je mérite le respect de tout le monde, y compris de ta femme. La sonnette a retenti. J'ai été ouvrir. Véro et Mathieu avaient l'air déterminés. Ils ont rapidement commencé à transporter mes affaires vers la voiture, ignorant les protestations confuses de Guillaume. Maman, s'il te plaît. Guillaume a attrapé mon bras. Parlons-en. Ne pars pas comme ça. Nous avons déjà parlé. Tout a été parfaitement clair hier soir au dîner. Ce n'est pas ce qu'Élodie voulait dire. Si, elle le voulait. Et le pire, c'est que tu l'as laissé le dire. Tu es resté assis là, en silence, Guillaume. C'était ta décision. Il a baissé les yeux. Je suis allé vers Théo et je l'ai serré fort dans mes bras. Je t'appellerai dès que je serai installé, ai-je murmuré. Je t'aime, mamie, a-t-il dit doucement. En sortant, Élodie descendait les escaliers. Elle s'est arrêtée à mi-chemin. Qu'est-ce qui se passe? Bernadette rentre chez elle, a répondu Véro pour moi, sa voix pleine de défi. Élodie m'a regardé, et un instant, j'ai cru voir un éclair de regret dans ses yeux, mais il a vite été remplacé par sa froideur habituelle. Tu ne peux pas partir comme ça. Qui va aller chercher Théo à l'école? Je travaille jusqu'à 18 heures. Je pense que vous devrez trouver une baby-sitter, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Une que vous devrez payer. La main-d'œuvre gratuite, c'est terminé. Je me suis retournée et j'ai marché vers la voiture. J'ai entendu des pas derrière moi. Guillaume était sorti sur le porche. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça. Je me suis retournée, étrangement calme. Parfois, il faut perdre quelque chose pour en réaliser la valeur, Guillaume. C'est peut-être une leçon pour nous tous. Je suis montée dans la voiture de Mathieu et nous sommes partis. Dans le rétroviseur, j'ai vu Guillaume serrer Théo par les épaules et Élodie debout, les bras croisés sur sa poitrine. Ma famille. La famille que je n'ai jamais cessé d'aimer. Mais parfois, aimer signifie partir, pas rester. Le reste du script suit la même structure narrative et émotionnelle, avec les adaptations suivantes, réinstallation et appel téléphonique. Les conversations avec Guillaume et Élodie se déroulent en français, reflétant leur prise de conscience progressive et leurs difficultés. Le dialogue sur le fait de ne pas trouver de baby-sitter pour le salaire minimum, et avec des exigences irréalistes est traduit par SMIC, et des conditions de travail déraisonnables.
La lettre de Théo, la lettre et le dessin deviennent le point central de la prise de conscience. La phrase « Mamie, tu es ma voix » est l'élément déclencheur pour Guillaume et un moment de validation profond pour Bernadette. Les excuses. La conversation avec Guillaume est pleine de remords sincères. Son aveu. J'ai montré à Théo qu'il était normal d'ignorer les sentiments des gens qu'on aime, est un tournant. L'excuse d'Élodie est plus difficile mais tout aussi cruciale. Elle apporte un bouquet de fleurs et admet « J'avais tort. Ces semaines sans toi m'ont montré à quel point tu comptais pour nous. J'ai toujours eu peur que ma propre voix ne soit pas entendue. Alors je criais plus fort, et ce faisant, j'ai étouffé les voix des autres. » La résolution. Bernadette n'accepte pas immédiatement de revenir. Elle a trouvé son indépendance et veut la préserver. Elle accepte de parler et de réfléchir, établissant de nouvelles règles basées sur le respect mutuel. La décision finale reste en suspens, mais la dynamique a changé pour de bon. La scène finale. Théo montre son dernier dessin à Bernadette. C'est un dessin fantastique de notre famille. Guillaume, Élodie, moi, Théo. Nous sommes tous entourés d'une lueur de couleurs différentes, et des ondes émanent de chaque silhouette, comme des ondes sonores, colorées et vives. Ce sont nos voix, explique Théo en montrant les ondes. Tu vois, elles sont toutes différentes, mais elles se mélangent pour créer une harmonie. C'est magnifique, Théo, dis-je en le serrant dans mes bras. Et très symbolique. Tu crois que ce dessin pourrait gagner le concours? Je pense qu'il a déjà gagné, dis-je doucement, parce qu'il parle de ce qui est le plus important, que chaque voix compte, et que la véritable harmonie vient quand on s'écoute les uns les autres. Je regarde le dessin et je pense au chemin que nous avons tous parcouru. Comment il faut parfois perdre sa voix pour en comprendre la valeur. Comment il faut parfois s'éloigner pour que les autres réalisent que vous êtes là. Et je savais que, quelle que soit ma décision, revenir ou rester dans mon appartement, je ne serai plus jamais invisible. Je ne serai plus jamais de la main-d'œuvre gratuite sans voix au chapitre. Car ma voix peut maintenant être entendue, et je ne la laisserai plus jamais être réduite au silence.